Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Néo d'Info 1 pour un nouveau numéro de décryptage. La politique et le football au Cameroun sont actuellement en pleine tourmente depuis l'élection de l'ancien international Samuel Eto'o fils à la présidence de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT en décembre 2021. De nombreuses polémiques ont éclaté. La dernière en date, une altercation houleuse entre Samuel Eto'o et le sélectionneur des Lions indomptables et le ministre camerounais des Sports. Mamadou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir Charlotte. Samuel Eto'o, ancien joueur du FC Barcelone et actuel président de la FECAFOOT, en conflit ouvert avec le ministre des Sports du Cameroun. Que faut-il savoir? C'est un constat qui est désagréable d'abord parce que malheureusement, comme tout le monde est devenu journaliste et reporter, tout le monde a vu pour ceux qui ont vu la vidéo. Sur les réseaux sociaux. Mais c'est terrible quand même. Même quand on a des problèmes, vous avez deux responsables qui sont là, on doit pouvoir résoudre ces problèmes de façon responsable. Il faut qu'on arrête avec cette Afrique qui donne cette image où on a l'impression que nous ne sommes pas capables de résoudre notre problème en étant assis autour d'une même table. Moi, je crois que c'est la première chose qui me désole quand je vois cela. Maintenant, le Cameroun politique et football mélangé, pour être franc, je ne sais pas combien de fois on l'a vu. Ça, il faut le dire clairement. On ne sait pas combien de fois on a vu ce genre de problème au niveau du Cameroun. C'est dommage que ça arrive avec Samuel Eto'o, puisqu'il s'est battu pour diriger la FECAFOOT. Il a montré ses ambitions de vouloir redorer le blason du football camerounais, y compris parce qu'il avait insisté à l'époque sur le football local qu'il faut remettre en place, parce que le Cameroun, comme beaucoup de nos pays de plus en plus, on parle d'équipe nationale composée de gens nés, grandis ailleurs, étant d'origine du pays et qui reviennent jouer au football pour le pays le plus souvent. Donc il y a ces promesses qu'il avait faites de sorte que on attendait quelque chose de lui. Maintenant, de tout temps, il y a eu des problèmes entre nos fédérations et nos États. Justement, au niveau du Cameroun, est-ce que la crise actuelle dans le football camerounais met en lumière les situations, les enjeux politiques qui entourent ou qui ont toujours entouré ce football national au pays de Paul Biya? Mais bien sûr, pas seulement au pays de Paul Biya, dans tous nos pays. Connaissant la capacité de mobilisation du football, connaissant la façon dont les populations sont, j'allais dire, accros à ce sport roi, mais tous nos pays exploitent cela. Quand l'équipe nationale doit partir, à la limite, l'État se met bien en évidence pour que l'on profite un peu de toute cette sympathie des populations par rapport à cette équipe. La coupe est souvent à l'actif du président en exercice. Mais j'allais vous donner l'exemple de Maître Abdoulaye Wade qui a jubilé au Sénégal de façon extraordinaire lors de, je ne sais pas comment il faut l'appeler, l'aventure de El Hadji Diouf et de son groupe avec la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, etc. Mais parfois, on a regardé Maître Wade, on s'est dit, mais est-ce qu'il a oublié qu'il est le président de la République? Mais il avait, j'allais dire, il avait misé sur cette équipe, y compris d'un point de vue politique, et il avait gagné. Mais de la même manière, on peut miser et on va perdre. Et au Cameroun, c'est ce qui s'est passé tout récemment en 2023. Voilà. On a misé dessus, on a perdu. Maintenant, on essaye de se rattraper parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un autre élément, n'oublions pas que quand Samuel Eto'o a fait de Rigobert Song l'entraîneur du Cameroun, le ministre n'était pas d'accord du tout. Donc, ce n'est pas un désaccord qui date de l'entraîneur actuel. Il y a de tout le temps eu des problèmes parfois entre la fédération et le ministère du sport en particulier sur le choix des entraîneurs. En règle générale, c'est la fédération qui choisit un entraîneur. Le problème, c'est que c'est le ministère qui paye l'entraîneur à la fin du mois. Et quand ça ne marche pas, c'est à la fédération qu'on demande des comptes. Il y a un peu cette bizarrerie également qu'il faut revoir qui fait que parfois, effectivement, il y a comme une sorte de conflit de compétences dans la façon dont on nomme l'entraîneur. Mais n'oublions pas quand même que nos fédérations sont en relation avec la FIFA, la Fédération africaine également de football. Et dans les règles là-bas, on demande à ce qu'on laisse les fédérations fonctionner de façon autonome. Et ça fait que souvent, on a suspendu des fédérations, on a mis en place des commissions, j'allais dire, de rectification, parce que l'État a trop mis les mains dans la gestion de la fédération. Et au Cameroun, bon, malheureusement, c'est le cas. On a vu, c'est le président de la République qui a confirmé l'entraîneur qui a été choisi
par le ministre des Sports quand Eto'o était en train de contester. Belge Marc Brix. Des amoureux du ballon rond estiment que les décisions à prendre dans ce contexte précis pourraient avoir des conséquences sur la gouvernance du pays. D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils font le lien? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Cameroun, quand tu dis football, tu as mobilisé tous les Camerounais, quel que soit leur bord. D'ailleurs, même le président de la République du Cameroun, plusieurs fois, dans des discours très solennels, comme un discours de fin d'année, prend l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun était dans une situation difficile avec les périodes de Covid et autres. Il dit que le Cameroun, les gens doivent se comporter comme l'équipe du Cameroun. Généralement, c'est quand l'équipe est dans des conditions extrêmement difficiles qu'ils montrent qu'ils sont des lions parce qu'ils vont s'en sortir là où on ne s'y attendait pas. Et il appelle les Camerounais à faire comme. Mais ça veut dire que le président de la République prend en référence ces joueurs pour, à la limite, enseigner la résilience aux populations du Cameroun, pour dire comment ces populations sont attachées à ce football et à leur équipe nationale. Mais en ce moment, bien sûr, quand l'équipe nationale fait de très bons résultats, mais l'État ne manque pas de s'afficher comme il se doit avec l'équipe nationale pour prendre sa part, j'allais dire, du gâteau de la victoire. Mais quand ça ne marche pas également, l'État est obligé, pour éviter de prendre sa part dans le mauvais sens cette fois-ci, de sortir le bâton et de montrer que nous voulons que l'équipe marche comme il se doit. Et c'est ce qui semble se passer actuellement avec le choix de cet entraîneur qui est contesté par le président de la Fédération de foot. La nomination justement du Belge Marc Brix au poste de sélectionneur en lieu et place du Camerounais Rigobertson, choisi en 2022 par Eto'o Fils contre l'avis du ministre des Sports, et donc serait la principale paume de discorde. Est-ce que cela ne relance pas le débat de la préférence parfois de mandater des sélectionneurs internationaux au détriment des locaux qui sont parfois aussi tout aussi compétents? Mais pour moi, c'est le vrai débat qu'il faut poser. On parle de souveraineté, mais il faut qu'on ait notre souveraineté également au niveau du sport. Mais on l'a vu avec plusieurs Coupes d'Afrique depuis quelques années, des entraîneurs africains ont remporté la Coupe d'Afrique devant des entraîneurs venant de pays occidentaux. Il faut qu'on arrête avec ce... Je rappelle au Togo en 2006, l'équipe conduite par le feu Stéphane Keshi, un sélectionneur nigérian. Mais il faut qu'on arrête avec ce complexe du sorcier blanc, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, qui vient choper chez nous des salaires de plusieurs dizaines de millions par mois. Mais ce qu'on disait, qu'on mette les entraîneurs africains dans les mêmes conditions, ils seront capables d'apporter des résultats. Qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique? C'est la Côte d'Ivoire. L'entraîneur qui l'a remporté, c'était qui? L'avant-dernière, c'était le Sénégal. L'entraîneur, c'était qui? C'était des entraîneurs locaux. Mamadou Diouf, est-ce que le continent met également les conditions pour que des sélectionneurs africains locaux se fassent former au même titre qu'ailleurs? Si c'est la formation, il y en a qui sont formés. Puisque vous avez des joueurs qui, pendant leur carrière, font un très bon plan de carrière et qui se mettent à se préparer pour devenir entraîneur. Puisqu'il y a des niveaux quand même quand on est entraîneur. La difficulté, c'est que autant nous, on se soucie à aller chercher les entraîneurs chez les autres, autant les autres hésitent à prendre nos entraîneurs. Donc la formation, elle est là. Ce qui manque le plus, c'est d'avoir une expérience qui te permet de diriger de grandes équipes. Parce qu'après, quand on veut regarder le CV d'un entraîneur, c'est ça qu'on cherche. Mais si nous-mêmes, nous ne prenons pas nos entraîneurs pour leur donner nos équipes nationales, si de l'autre côté, on ne leur donne que des équipes de 4e ou de 5e division, mais quand on va chercher les profils, quand on va regarder les CV, il est vrai que ça ne sera pas la même chose. Mais c'est à nous de commencer chez nous, permettre à ces entraîneurs de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et vous allez voir progressivement, même de l'autre côté, les gens vont jeter un coup d'œil du côté africain, parce que quand c'est le football, il se cache derrière également de l'argent, et beaucoup d'argent. Quand on va permettre aux Africains de prouver ce dont ils sont capables, mais de l'autre côté, on n'hésitera pas à les prendre pour faire du résultat. Mais en Afrique, de façon générale, quelle politique pour mieux valoriser les talents africains dans tous les domaines, les secteurs sportifs, culturels et même dans l'industrie créative et culturelle? Mais je disais tout à l'heure que le football, c'est une affaire d'argent. C'est notre gros problème aujourd'hui. Pourquoi Sadio Mané va aller jouer en Arabie Saoudite? Pourquoi nos joueurs vont aller jouer en Angleterre, en Allemagne et ne pas jouer dans nos propres pays? Mais c'est clair. Mais regardez leur salaire aujourd'hui, mensuel là-bas, par rapport à ce qu'ils auraient pu gagner chez nous de façon annuelle. C'est qu'il faut qu'on accepte qu'il y a aujourd'hui une industrie du sport.
et qu'on installe chez nous cette industrie du sport, qu'on tire les sponsors européens, américains vers l'industrie du sport au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse payer suffisamment nos joueurs pour les garder chez nous. Mais si vous le faites pour le sport, vous allez voir immédiatement le résultat. Ça fait partie de ce qui fait défaut. C'est la même chose au niveau de l'art, au niveau de la culture, etc. Si nous sommes les premiers à ne pas être intéressés par ce que nos gens produisent, mais il va être difficile d'appeler les autres à venir s'intéresser à ce que nos gens produisent. On ne va pas dire à quelqu'un d'être artiste et de faire croire que un artiste, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre dans de bonnes conditions, il ne peut pas vivre dans son art, mais ce n'est pas comme ça qu'on va avoir de l'innovation et de la création dans ce domaine-là. Il faut que ces gens également puissent vivre de leur art, peut-être pas autant que de l'autre côté, mais suffisamment pour qu'ils aient plus envie d'aller de l'autre côté et qu'ils préfèrent rester dans leur propre pays. Mais ça, il y a tout un ensemble de choses à faire. Il y a la question également de l'organisation. Ce qui vient de se passer au Cameroun, ce n'est pas une question d'argent tout simplement, mais c'est une question également d'organisation et de règles à respecter. Parfois d'intérêt personnel aussi. Mais bien sûr, d'intérêt personnel et de toutes sortes de mélanges. Parce qu'il ne faut pas qu'on le cache. Il y a ce débat qui est au Cameroun. Est-ce que Eto'o n'est pas en train d'envisager de devenir présidentiable pour faire comme son ami Georges Weah? Georges Weah. Tout à fait. Il y a même des gens qui pensent que il y a ça dedans. Le gars est en train de prendre trop d'espace. Sport et politique, est-ce qu'ils font bon ménage? Mais il est clair qu'ils ne font pas bon ménage quand on vient dans le sport pour installer des querelles politiques. Mais dans le sport, il n'y a pas de querelle politique. Quand une équipe nationale joue, vous avez déjà vu un stade où on dit, voilà les partis de gauche, les partis de droite, les partis du pouvoir, les partis de l'opposition. C'est les rares moments où vous allez voir les gens du pouvoir et de l'opposition manifester ensemble. Mamadou Diouf, quelle responsabilité également des supporters? On a pu le voir pendant la CAN de 2023 en Côte d'Ivoire. L'affaire des 43 soldats sans invité dans le jeu sportif. Mais on l'a vu avec le Maroc. On l'a vu avec Maroc, Algérie également, avec la carte où on avait intégré le Sahara occidental. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on fasse attention sur ce plan-là. La règle, c'est que le sport reste du sport. C'est du fair play, c'est là où, même quand il y a un problème, on le règle en souriant. Pas avec des coups de poing. Vous voyez un joueur qu'on blesse sur le terrain, s'il se relève et il a tendance à vouloir se venger, il est sanctionné. Pourtant, il a été blessé. Mais la règle, ce n'est pas d'agir de la sorte. Mais il faut qu'on garde ces règles de ce sport, et que même que ces règles de ce sport viennent impacter le politique. Ce que Weah a fait, est-ce qu'il a essayé de résister? Est-ce qu'il a refusé de céder le pouvoir? Mais si c'est l'esprit sportif qu'il lui a donné, il faut qu'on mette cet esprit sportif plutôt chez les politiques, au lieu de prendre l'esprit des politiques et de mettre chez les sportifs. Ils vont alors créer là-bas d'autres problèmes comme ils en ont créé ailleurs. Le football réunit les peuples, dira l'autre. Comment faire de ce sport un vecteur de développement sur le continent? Il faut qu'on fasse du sport un espace de compétition. Où quand les gens sont là, c'est la compétition et c'est la compétition seulement. Quand on le fait, vous allez vous rendre compte que le sport peut participer à mettre ensemble les populations dans un pays et même à mettre ensemble les populations africaines. Regardez lors des matchs de Coupe du Monde, comment les populations africaines de façon générale supportent l'équipe africaine qui se débrouille pour aller le plus loin au niveau de la Coupe du Monde, par exemple. Mais ça montre que par le sport, on peut unifier, on peut mettre les gens ensemble. Mais on ne peut le faire que quand on reste dans le sport, quand on reste dans du résultat, quand on reste dans des performances. Maintenant, quand on commence à y ajouter d'autres choses, non, ça c'est les Africains du Nord, non, ça c'est les Africains du Sud, mais vous voyez immédiatement le problème que cela va créer. Quand à l'intérieur également, on essaye de regarder nos particularités en regardant nos équipes par rapport à nos particularités, il est clair qu'à ce moment, on ne peut pas faire du sport ce que le sport doit être, c'est-à-dire là où tout le monde peut se réunir. Dernière question, que pensez-vous des affirmations des amoureux du ballon qui estiment qu'en Afrique, on ne célèbre pas assez les légendes du sport, notamment du football? C'est assez vrai, il faut le reconnaître, mais il faut dire qu'il y a certaines légendes du football également qui sont difficiles à célébrer. Il y en a parmi eux qui sont des bad boys, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez quelqu'un qui, du point de vue footballistique, est incontestablement un exemple, mais qui, du point de vue social, du point de vue de la société, n'est pas un exemple. Comment célébrer le football et laisser
l'autre partie. Parfois, c'est ça qui crée la difficulté. Je crois que c'est plutôt dans les espaces de formation qu'il faut faire en sorte que ces joueurs qui deviennent des stars comprennent qu'ils sont des stars au niveau du football, qu'ils portent le drapeau national, mais il faut qu'ils soient des exemples pour la jeunesse. Parce que quand ça ne se fait pas, effectivement, quand on veut les célébrer, il y a quelque chose qui est un peu noir sur la feuille blanche qui fait qu'on hésite parfois à dire, mais suivez-le, parce que quand tu dis suivez-le, ça va jusqu'où? Cela va poser problème. Et vous avez un footballeur que vous préférez le plus savoir-faire du jeu footballistique? Sur le football, je ne connais pas grand-chose. Si je vais choisir un joueur, c'est plutôt Sadio, sa discrétion, mais surtout son côté social, son côté vécu avec les gens, sa sensibilité par rapport aux difficultés que les gens vivent. Ça m'a particulièrement marqué avec son humilité. Et si vous me posez la même question, difficile de choisir entre l'Ivoirien Didier Drogba et le Togolais Emmanuel Adebayor. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.